Bonjour à tous et à toutes. Merci donc de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et vous êtes assez nombreux, enfin on est assez nombreux à être inscrits à ce webinaire, hein. Je rappelle que c'est le troisième que nous menons dans le cadre de la préparation à l'UNOC. Il y en a eu un premier avec Rémi Parmentier qui nous a un peu expliqué à partir de la plateforme Océan comment les choses se dérouleraient, mais c'était très tôt, c'était en février et entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Ensuite, il y a eu un webinaire qui a été donc conduit par Valérie Laramé avec Guillaume Saint-Denis sur le plan bleu. Et aujourd'hui, donc, nous accueillons Julien Rochette. Alors, Julien Rochette est donc membre de l'IDRI. Vous connaissez sans doute l'IDRI, je vais quand même en dire un mot pour ceux les plus jeunes journalistes. Donc, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et c'est un institut de recherche qui s'est créé en 2001. Peu de temps, finalement, quelques années après le deuxième sommet de la Terre qui s'est déroulé à Rio en 1992 et où avaient été signées les trois grandes conventions sur le climat, la biodiversité et la désertification. Donc, Julien Rochette, bonjour. Bonjour, bonjour Dominique, bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir invité. Voilà. Alors, vous êtes titulaire de droit public, de droit international. Vous êtes entre autres aussi membre du FME, le Fonds mondial pour l'environnement, et vous enseignez également à Sciences Po. Alors, vous avez préparé donc cette réunion de Nice de longue date et dont vous allez tout à l'heure nous parler. Je rappelle simplement qu'elle va être précédée de plusieurs événements, donc notamment de l'OOCS, qui est le congrès scientifique qui va se dérouler à l'initiative de l'IFREMER et du CNRS pendant 3 jours avant la réunion, avant la grande réunion UNOC-onusienne. Ce congrès scientifique, bien sûr, rassemble énormément de scientifiques venus du monde entier. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler au cours de ce webinaire. Ensuite, il y aura une rencontre à Monaco sur les aspects financiers, une journée de travail sur les villes littorales qui s'appelle Cities, qui aura lieu le 7 juin. Enfin, le 8 juin, ça sera aussi une grande fête populaire consacrée à la mer. Et là, il y aura plusieurs manifestations, mais ça sera surtout réservé à la société civile et puis aux habitants de Nice. Et puis ensuite, bien sûr, l'ouverture de l'UNOC qui commencera le 3. Alors, Julien Rochette, vous avez beaucoup travaillé à cette rencontre et puis on s'aperçoit, chemin faisant, qu'elle présente un certain nombre de confusions, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien. En fait, l'océan est encore assez mal connu dans le cadre des relations internationales et il y a énormément d'organisations qui s'en occupent. On ne sait plus très bien qui est responsable de quoi. Et donc, bon, beaucoup de choses se mélangent, hein. Alors, vous allez essayer de nous dire un peu, qu'est-ce que c'est que l'UNOC, à quoi il faut s'attendre, qu'est-ce que l'UNOC est et qu'est-ce que l'UNOC n'est pas, et enfin, pourquoi on a essayé de mettre en place cette réunion. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je voudrais, pour commencer, préciser que effectivement, moi, je suis directeur du programme Océan à l'IDRI, donc un institut indépendant. Donc moi, je participe et je compte participer à cet événement UNOC que je prépare depuis effectivement quelques mois avec plein de partenaires. Mais je ne suis pas membre de la task force française organisant le congrès. Donc moi, je voulais vous donner mon regard d'expert indépendant. Et Enfin, il y peut-être, a longtemps que vous travaillez, il y a bien longtemps que vous travaillez sur le sujet de l'océan. Donc, c'est pour ça que absolument, on a choisi quand même de faire appel à vous pour justement cette dimension un peu historique qui précède l'UNOC 20. absolument. Et je voudrais, alors je ne vais pas vous embêter longtemps avec des slides, mais je pense que c'est quand même extrêmement important que tout le monde comprenne bien ce qu'est l'UNOC.
Et donc, pour ce faire, je vais vous rappeler un petit peu comment s'organise le cadre de gouvernance pour l'océan. En fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez cette slide qui vous montre une forme de pyramide, avec à sa tête la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 82, qui fait figure de constitution pour l'océan. C'est là où sont posées les règles essentielles. Les règles essentielles, dans une constitution, par exemple, comme la Constitution française, elles sont majeures, mais elles ont besoin d'être mises en œuvre à travers des lois. Et ici, on a des conventions sectorielles adoptées à échelle internationale, des conventions qui traitent de transport maritime, de pêche, de biodiversité, etc. Et la spécificité du cadre international de gouvernance de l'océan, c'est qu'on a aussi une approche régionale. C'est qu'on considère qu'au-delà des accords onusiens, il est essentiel d'avoir des régimes de protection spécifiques en Méditerranée, du, du Ah, Nord-Est, en Afrique ok. de l'Ouest, parce que les enjeux sont extrêmement différents. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a de très nombreuses organisations intergouvernementales qui ont un mandat sur le milieu marin. Il n'y a pas une seule agence des Nations Unies sur l'océan qui regrouperait tous les mandats. L'OMI, l'Organisation maritime internationale, s'occupe de transport maritime, l'AIFM, Autorité internationale des fonds marins, de ressources minérales. Le programme des Nations Unies s'occupe sur l'environnement, s'occupe de tout ce qui est biodiversité marine, la FAO, de la pêche, l'UNESCO, de la science, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez compliqué de s'y retrouver, d'autant plus qu'on n'a pas un seul traité océan, mais on a plein d'accords internationaux sur l'océan. La Convention sur la diversité biologique, elle s'applique au milieu marin. On a des dizaines et des dizaines d'accords ont été adoptés à l'OMI sur le transport maritime. On a la Convention sur les espèces migratrices, plein de règles de la FAO et des organisations régionales de pêche, et aussi à échelle régionale, des conventions de mer régionales, comme la Convention de Barcelone en Méditerranée que vous connaissez peut-être. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que dans ce contexte, ce qu'on dit souvent, c'est que le cadre de gouvernance de l'océan, il est fragmenté, parce qu'il est particulièrement étoffé avec un édifice juridique s'est développé depuis les années 70. Et aujourd'hui, finalement, on a très peu de vide juridique. Par contre, on a des problèmes de mise en œuvre. Pendant de très nombreuses années, à partir des années 70, 80, 90, on a adopté tous ces outils juridiques et aujourd'hui, maintenant, le grand défi, c'est de pouvoir les mettre en œuvre. Et parmi les récents engagements internationaux pour l'océan qui ont été adoptés ces dernières années, on a évidemment l'objectif 30-30 que vous connaissez certainement, qui est né de l'accord que nous On vous entend avons mal. adopté en Oui. 2023. On a aujourd'hui, pardon, le traité haute mer adopté en 2023, le traité sur le plastique qui est aujourd'hui en cours de négociation, et vous avez sans doute entendu parler aussi de tout ce débat autour de l'exploitation minérale des fonds marins avec plusieurs pays qui se sont déclarés pour soit un moratoire, soit une pause de précaution. Et donc, ce que je veux dire à travers tout cela, c'est que, ok, c'est compliqué, le cadre, il est fragmenté, mais l'océan n'est pas le grand oublié des négociations internationales. Il y a un effet un peu de comparaison par rapport au climat, où on a tous les ans une COP, parce qu'on a une convention et quelques protocoles, mais en fait, pour l'océan, on n'a pas de COP unique, mais on a plein de COP et de rendez-vous internationaux très réguliers à échelle globale comme à échelle régionale. Et donc, dans ce contexte, comment se situe l'UNOC? L'UNOC, pour comprendre l'UNOC, il faut revenir en arrière et en 2015, lorsque l'agenda 2030 a été adopté avec ses 17 objectifs de développement durable, dont l'ODD 14, qui est spécifique à l'océan et qui concerne notamment, qui donne des objectifs en matière de lutte contre les pollutions, conservation, pêche, acidification. L'ODD océan, c'est quelque chose de extrêmement large. Et quelques années après, enfin non, dès 2015, on a eu une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui a décidé de créer l'UNOC pour appuyer la mise en œuvre de l'ODD 14. Donc l'UNOC est relié directement à l'ODD 14. Et pour le moment, on a eu une première édition qui a eu lieu à New York, mais qui était présidée par les Fidji, une autre à Lisbonne il y a quelques années, la prochaine à Nice, et sans doute une quatrième possiblement
avec le Chili et la Corée du Sud en coprésident en 2028, possiblement. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est premièrement, l'UNOC, c'est pas une enceinte de négociation. On ne négocie pas à l'UNOC. On va avoir une déclaration finale, mais il n'y a pas de négociation en tant que telle. L'UNOC, c'est pas une COP. Il n'y a pas un lien entre l'UNOC et un traité particulier. Le lien, il est avec l'ODD 14. L'UNOC, c'est d'abord un moment d'évaluation de la mise en œuvre de l'ODD 14 et des conventions qui s'y réfèrent. Donc, on a un agenda qui est très onusien, qui est faire un bilan de la mise en œuvre de l'ODD 14 et voir quelles sont les actions à mettre en œuvre pour accélérer sa mise en œuvre. Mais traditionnellement, aussi utilisé par les États qui président pour utiliser ce momentum et pousser des agendas et différents engagements. Et c'est ça, en fait, qu'on attend aussi à UNOC. C'est non seulement le segment officiel, mais aussi tout ce qui va pouvoir en sortir, poussé par la présidence française et la présidence du Costa Rica. Bien, alors, donc là, on a une espèce de visibilité de ce que va être l'UNOC. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir déjà de tout ce que vous venez de nous dire, c'est que l'océan n'est pas dans un vide juridique, mais il y a presque trop de monde pour s'en occuper, et il faut qu'à un moment donné, toutes ces gouvernances finissent par se rencontrer. C'est ça le problème. Bah, il y a des enjeux effectivement de coordination parce que quand on a tant d'accords internationaux et tant d'organisations intergouvernementales qui ont un mandat sur le milieu marin, il y a un moment où il faut avoir des bilans et des rencontres pour s'assurer que tout fonctionne à peu près en synergie, que ce soit à échelle globale ou à échelle régionale. C'est évidemment loin d'être le cas aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de marge d'amélioration. Par exemple, je vous donne un exemple assez simple. À l'échelle méditerranéenne, une meilleure coordination entre la Convention de Barcelone et les organisations régionales de pêche. Et ça, c'est valable dans toutes les régions du monde. Et donc, effectivement, l'UNOC, c'est aussi un moment pour faire le point sur non seulement l'efficacité des actions sectorielles qu'on met en œuvre, mais aussi sur la mise en synergie des actions collectives. Alors, bien sûr, on ne va pas revenir sur les 10 grands thèmes qui vont être abordés dans le cadre de l'UNOC 25. C'est beaucoup trop et on n'a pas le temps dans le cadre de ce webinaire, mais on aura sans doute le temps d'en reparler encore hein, à la réunion de travail que nous aurons le 29 avril, dont je parlerai un peu plus tard. Donc, on sait qu'il y a 10 thèmes qui sont à l'ordre du jour et parmi ces thèmes, on va peut-être travailler sur ceux qui sont les plus marquants, enfin, en tout cas, ceux sur lesquels vous travaillez déjà de longue date et sur lesquels il y a déjà beaucoup d'expertise. Donc, on va peut-être en choisir quelques-uns. Et donc, peut-être à vous de choisir ceux dont vous aimeriez parler et que nous pourrions approfondir. Enfin, moi, j'avais noté les nouvelles technologies de surveillance, les AMP, la gouvernance de la biodiversité, puisque c'est un peu les points sur lesquels on est encore en attente de décision. Oui, alors effectivement, il y aura 10 thèmes qui feront partie du segment officiel de l'UNOC, 10 thèmes qui sont en lien avec les cibles de l'ODD 14. Pour venir aux enjeux que vous avez mentionnés, la question de la conservation et des aires marines protégées sera évidemment au cœur des discussions. Vous savez que depuis l'accord Kunming-Montréal, on a un objectif global d'atteindre 30% d'aires protégées d'ici 2030. Aujourd'hui, on est à peu près à 8% de l'océan qui est couvert par des aires marines protégées, sachant par ailleurs que le niveau de protection de ces AMP est extrêmement variable d'une AMP à une autre et que la protection stricte n'est pas aujourd'hui la règle. Donc nécessairement, il y aura forcément des débats et des échanges de vues entre les pays et aussi entre les organisations qui peuvent soutenir à échelle globale comme régionale la création d'aires marines protégées. Donc ça sera forcément un point particulièrement important dans l'agenda. Vous avez Un mentionné. mot sur la France, justement, par rapport aux AMP. Donc, on est pas mal positionné en ce qui concerne la France, hein. Si on est à 8% pour le Oui, reste, montant un café, s'il vous plaît, madame, on avec est un à verre d'eau. 33%.
Alors oui, mais encore une fois, ce qu'il faut. Alors moi, je suis pas un expert des aires marines protégées en France, mais d'une manière générale, ce qu'il faut quand même distinguer, c'est les objectifs quantitatifs des objectifs qualitatifs. La création d'un objectif quantitatif pour les aires marines protégées qui date de Kunming-Montréal, mais on en avait un autre avant avec les accords d'Aichi. C'est une évolution certainement positive, mais qui parfois pousse les États à déclarer des AMP dans des zones où il y a très peu d'enjeux ou des AMP avec des niveaux de protection qui sont extrêmement faibles. Donc, le côté 30% et le côté uniquement quantitatif, il ne suffit pas parce qu'il ne permettra pas, si on a 30% d'aires marines protégées qui sont ce qu'on appelle un peu classiquement des parcs de papier, ça suffira pas à avoir une protection effective et efficace de la biodiversité marine. Donc, à l'objectif quantitatif doit également s'ajouter l'objectif qualitatif qui fait que les aires marines protégées doivent avoir des mesures de protection, doivent avoir un staff, doivent avoir un financement dédié, et doivent avoir des mesures de contrôle et de surveillance qui permettent effectivement de protéger la biodiversité. Donc, effectivement, les 30%, l'objectif quantitatif est une boussole, mais elle ne doit pas éluder l'aspect qualitatif qui est extrêmement important si on veut vraiment faire des choses efficaces. Très bien. Alors, vous avez également donc travaillé beaucoup sur la gouvernance de la biodiversité donc en profondeur, hein, et là aussi, on va en reparler. Alors oui, on va beaucoup parler de haute mer pendant l'UNOC. D'ailleurs, le président Macron en a parlé la semaine dernière en mentionnant la haute mer comme une des priorités pour l'UNOC. Alors juste un rappel, la haute mer, c'est l'espace marin situé au-delà des zones économiques exclusives qui concerne plus de la moitié de la planète. Euh, un accord international a finalement été adopté en 2023, après plus de 15 années de négociations. Cet accord, il comprend différentes parties, mais en tout cas une intéressante en matière de protection de la biodiversité parce qu'elle va permettre la création d'aires marines protégées en haute mer. Et pour que cet accord entre en vigueur, il faut qu'il y ait 60 ratifications, c'est-à-dire 60 pays qui déposent leur instrument de leur ratification qui par là, proclament leur engagement à mettre en œuvre le traité. À ce jour, on a 21 pays qui ont ratifié. Et l'objectif de la diplomatie française et du Costa Rica également, c'est d'arriver à 60 ratifications d'ici juin pour que, lors du NOC, on puisse célébrer la prochaine entrée en vigueur du traité. Donc, ce que je sais, c'est qu'il y a un gros travail diplomatique qui a été mené par la France à destination des États pour inciter les pays à ratifier le plus vite possible et d'ici UNOC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on en est seulement à 21, c'est premièrement parce que l'année dernière, on a eu à peu près la moitié de la planète était concernée par des élections et que les élections forcément retardent les processus de ratification. Et deuxièmement, les processus de ratification font appel à des procédures internes extrêmement lourdes, faisant souvent appel au président de la République, au Premier ministre, au Parlement, et c'est quelque chose qui est complexe et qui demande du temps. Donc les 60 ratifications, si elles sont pas là, c'est pas nécessairement par un manque de volonté politique, mais c'est parce que c'est compliqué de faire aboutir ces processus dans beaucoup de pays du monde. Donc pendant l'UNOC, on va reparler, on va espérer qu'on ait des 60 ratifications. Et puis, on va continuer aussi à parler de haute mer parce qu'il y a des coalitions qui commencent à se créer, notamment pour préparer les premières aires marines protégées. Et l'UNOC sera aussi le moment pour des pays, pour des coalitions qui incluent aussi des scientifiques, des ONG, pour mettre en lumière de possibles aires marines protégées situées en haute mer. Donc la haute mer sera incontestablement un point important de l'agenda UNOC. Très bien. Alors là encore, on est en train de rajouter finalement du juridique au juridique. On n'est toujours pas dans une manière d'organiser d'une manière plus
profonde l'ensemble des traités existants sur l'océan. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue, qui n'est qu'un point de vue personnel. C'est que la fragmentation du cadre de gouvernance de l'océan, cette complexité que j'ai essayé de vous montrer à travers les slides, elle est inhérente au système et à son histoire. Et que on n'arrivera jamais à avoir une lecture simple, parce que, en gros, pour le dire très vite, gouverner l'océan, régir l'océan, c'est compliqué. Et on a besoin des différentes organisations qui existent aujourd'hui, on a besoin des différents accords. Et le traité haute mer, pour moi, il ne rajoute pas de la complexité à la lecture, au contraire, il donne un cadre juridique à un espace qui n'en n'avait pas jusqu'à présent et qui permet justement d'avoir un cadre de concertation et de coopération pour la gestion d'un espace qui représente quand même la moitié de la planète. Il y a, en matière de cohérence et de mise en synergie, des progrès à faire en matière de coordination des institutions notamment et de coordination et de mise en synergie des actions, mais on n'arrivera jamais à une rationalité parfaite dès lors que le système est le produit d'une histoire et que chaque convention et chaque organisation ont aujourd'hui une valeur ajoutée dans le système. Mais évidemment, il faut essayer de renforcer la cohérence de l'ensemble. Très bien. Alors, il y a actuellement aussi, justement, puisqu'on est en train de parler de cohérence, un gros problème qui est sur l'extraction, enfin, toutes les activités extractives profondes qui sont justement gérées par l'AIMF et qui aujourd'hui vont être très certainement encore rediscutées aussi à l'UNOC. Ils seront, enfin, cette question fera forcément partie de l'agenda, même si on n'en attend pas des avancées globales et officielles, puisque, comme vous le dites, il y a une enceinte qui existe, qui est l'Autorité internationale des fonds marins, qui est basée à Kingston et qui se réunit régulièrement pour en discuter. D'ailleurs, il y avait un Et qui vient conseil. de se réunir, oui. Ouais, il y a un conseil, il y a eu un conseil ces dernières semaines et il y aura une assemblée cet été. Mais forcément, c'est une menace majeure pour le milieu marin. C'est un débat politique et géopolitique majeur aujourd'hui également, et on en parlera. Ce que on entend dire, c'est que la diplomatie française aimerait que de plus en plus d'États se prononcent pour un moratoire ou une pause de précaution, comme l'ont fait la France et d'autres pays pour qu'on ne commence pas l'exploitation minière des fonds marins. Donc peut-être faut-il s'attendre à des déclarations unilatérales de pays qui rejoindraient le camp du moratoire. Néanmoins, toutes les prises de décision officielles seront faites ensuite lors des sessions de l'Autorité internationale des fonds marins. Mais c'est aussi l'intérêt de l'UNOC, en fait. C'est de profiter de ce moment de rendez-vous international et où les pays sont là pour susciter des engagements individuels ou collectifs qui seront ensuite répliqués, qui auront une réplication dans les enceintes de gouvernance pertinentes, et ici, en l'occurrence, l'Autorité internationale des fonds marins. Alors, justement, on sait que la réunion de l'UNOC a été très largement préparée par la société civile et même dans l'organisation des journées, on a finalement une journée à double vitesse dans le cadre des négociations internationales. Ben, en tout cas, à l'UNOC, on aura classiquement deux zones. Une zone bleue dans laquelle se déroulera le segment officiel de l'UNOC avec les États et les organisations internationales. Et puis, ce qu'on appelle une zone verte, qui sera un moment, qui sera un espace pour la société civile pour organiser des réunions, des conférences, des side events, des déjeuners, etc., pour pouvoir aussi promouvoir leurs propres actions. Et l'idée, c'est toujours à l'UNOC d'avoir ce mix entre des segments très officiels où les États sont dans un format extrêmement onusien, formel et avec des règles de procédure très strictes, avec un espace dédié à la société civile qui peut aussi montrer son appui dans les efforts et dans le soutien à la protection du milieu marin et au développement durable d'une manière générale. Donc mais on a aussi une plus grande, une plus grand, un plus grand contact que habituellement quand même entre les deux.
entre ce qui se passe dans la green zone et ce qui se passe dans la blue zone? Un plus grand contact, je sais pas. En tout cas, les espaces sont ouverts des deux Et le côtés. travail que la plateforme Océan a fait préalablement, justement, et va être quand même sur la table de la négociation, beaucoup Ah, plus. bien sûr, non, mais de toute façon, et ça marche pour UNOC et pour toutes les rencontres, les rendez-vous internationaux sur l'océan, c'est que la société civile a un rôle à jouer et elle le joue de manière un peu visible là dans ce type d'événement, mais elle le joue aussi dans les couloirs et dans les discussions bilatérales. La société civile influence et cherche à influencer fortement les positions des États pour les pousser vers davantage d'ambition. Et là, ça sera révélé effectivement par tout ce qui pourra être montré à l'UNOC, mais c'est le travail des ONG, des scientifiques, des think tanks de longue date, de pouvoir dialoguer bilatéralement ou en collectif avec les pays et de faire passer des idées, d'essayer de mettre des choses à l'agenda, d'essayer de tendre vers davantage d'ambition. Donc, de toute façon, dans le système onusien, la société civile peut être observatrice de toutes ces rencontres, de toutes les COP, etc. Et au-delà de cette seule observation, la société civile est influente et fait un peu un rôle de chien de garde et de promoteur d'ambition dans les négociations. Alors, quand Rémi Parmentier, quand il nous avait parlé, évoquait justement l'idée de l'émergence du principe de précaution, de protection, pardon, de l'océan. C'est-à-dire après justement le principe de précaution, voir émerger un nouveau principe qui est celui du principe de protection. Et cette idée avait déjà été évoquée à Nagoya lors des discussions des accords de Haïchi. Et enfin, quand on avait eu en 2010, 2011, et il y avait des gens de l'UICN qui disaient il faut mettre en protection l'ensemble de l'océan, ils n'ont pas 30% seulement, mais l'ensemble de l'océan, et il faut ensuite que quand on fait une action, on demande l'autorisation de conduire cette action. Vous en pensez quoi, vous, de cette idée de justement mettre en place, enfin, voir émerger un principe de protection? Moi, ce que j'en pense, c'est deux choses. D'abord, c'est que la société civile est complètement dans son rôle en proposant ce type d'approche. Vous avez mentionné le terme, l'objectif de 30%, par exemple. L'objectif de 30%, il n'est pas fondé sur une rationalité scientifique. Le 30-30, c'est pas une rationalité scientifique. C'est le résultat d'un compromis entre ce que nous dit la science et ce qu'acceptent les politiques. Donc, de la même manière, il est intéressant, et dans ce contexte, il est particulièrement intéressant qu'on se penche sur cette question de renverser un peu la charge de la preuve en se disant, on commence par la précaution et après on voit pour l'autorisation. Ça, c'est évidemment un point de vue intéressant, soutenu par de nombreux scientifiques et par la société civile. Le deuxième point, c'est que il faut continuer à en discuter, mais que les positions dans les négociations internationales et à échelle globale d'une manière générale ne sont aujourd'hui pas posées en ces termes-là. Donc, c'est sans doute un travail de fond qui doit être mené pour que, si on veut vraiment que cette approche finisse par dominer, et l'UNOC est un très bon relais pour promouvoir cette approche. Mais ce qu'il faut quand même, faut avoir en tête que dans de nombreuses enceintes, c'est pas la manière dont on appréhende les choses aujourd'hui, et c'est pas la manière dont beaucoup d'États souhaitent l'appréhender. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas continuer à promouvoir cette approche. Ce que je veux juste dire, c'est que si on veut l'ancrer, effectivement, ça va être un travail de longue haleine, parce que la société civile là, a une approche quand même un peu plus. Cette approche est beaucoup plus révolutionnaire que ce que nous proposent aujourd'hui la plupart des États dans la gestion de l'océan. Alors, il y aura une journée, enfin, on a évoqué aussi le fait que peut-être on allait voir émerger un peu le rôle des mers régionales
Donc, nous avons eu l'occasion d'entendre Guillaume Sainteny nous parler de la récente publication, bien sûr, du travail de prospective qu'ils ont fait autour de Méditerranée 2050, et avec une idée, là encore, hein, un peu, c'est pas société civile purement, mais enfin, voir l'idée d'une mer régionale qui deviendrait finalement exemplaire, hein, et qui pourrait être euh, quelque chose qu'on proposerait finalement dans son organisation, dans sa gestion, dans sa gouvernance. La question des mers régionales, d'une manière générale, va être forcément à l'agenda de très nombreuses discussions parce que c'est vraiment la spécificité du cadre de gouvernance de l'océan que d'avoir à la fois cette approche globale et éolusienne et des accords régionaux en Méditerranée, Afrique de l'Ouest, océan Indien, etc., etc. Je sais qu'il y aura le 10 juin une journée qui sera spécialement dédiée à la Méditerranée avec différents segments organisés par la société civile, par l'Union pour la Méditerranée, par la Convention de Barcelone qui fête cette année, le plan d'action pour la Méditerranée fête ses 50 ans. Euh, à cette occasion, il y aura sans doute un certain nombre de propositions, notamment en Méditerranée, pour la Méditerranée, qui seront faites pour améliorer le système. Aujourd'hui, ces conventions de mer régionales, si on prend l'exemple de la Méditerranée, ils ont beaucoup d'avantages, beaucoup de plus-values, beaucoup de valeur ajoutée dans le paysage, mais il y a encore des marges d'amélioration sur lesquelles on peut certainement travailler et des options pour le futur qu'on peut certainement bâtir. Donc, ça sera à UNOC aussi un moment de discussion de tous ces points-là. Très bien. Alors, un autre point de discussion peut-être sur les nouvelles technologies. Vous avez aussi évoqué très largement dans vos travaux cet aspect. Est-ce que aujourd'hui on voit aussi poindre de ce côté-là des avantages sérieux? Beaucoup, beaucoup. Alors moi, je travaille depuis plusieurs années sur cette question-là, notamment sur la haute mer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur l'océan, d'une manière générale, on a un problème de mise en œuvre du droit. Et que l'étendue de l'océan et la multiplication des usages fait qu'évidemment, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque usager de l'océan. Et donc, on essaye aujourd'hui de trouver des moyens pour avoir une meilleure surveillance de ce qui se passe sur les mers du globe. Et les outils technologiques sont des outils de plus en plus efficaces, de moins en moins coûteux et qui vont pouvoir être progressivement, et qui sont déjà et qui vont continuer à être mises au service de la gouvernance de l'océan. Et c'est particulièrement intéressant pour des espaces extrêmement étendus et éloignés que pourront être, par exemple, les futures aires marines protégées en haute mer. Futures aires marines protégées en haute mer, si elles sont au milieu de l'Atlantique ou au milieu du Pacifique, on va pas avoir beaucoup de bateaux qui vont patrouiller autour et qui vont être chargés de surveiller le respect des plans de gestion. Donc il va falloir passer par ces outils technologiques qui vont permettre de pouvoir assurer une meilleure surveillance. Néanmoins, nous, ce qu'on voit, c'est que, d'après nos recherches, c'est que les outils technologiques, c'est une plus-value indéniable, mais ce n'est pas une recette miracle. C'est-à-dire qu'on va devoir aussi adapter les politiques et les stratégies et les lois pour les rendre efficaces. Je vous donne un seul exemple. Aujourd'hui, un satellite permet de détecter les activités illégales en mer, permet même de prendre des photos de navires euh, faisant des activités illégales en haute mer. Il n'en reste pas moins que si l'État qui est concerné par ce bateau n'accepte pas comme preuve devant ses tribunaux les images prises par les satellites, ça ne sert absolument à rien. Donc en fait, la technologie avance très vite. Il va falloir aussi que tout le système juridique, politique et de gouvernance avance de la même manière pour rendre les technologies efficaces sur le terrain. D'accord. Donc, on a encore là beaucoup de choses à faire. Et ça sera dans le cadre des UNOC à venir. Je pense que déjà, il devrait y avoir Ou de la responsabilité d'UNESCO plutôt. en tout cas, il devrait y avoir à UNOC une initiative lancée sur ce dossier espace et océan. Je le dis avec toutes les précautions requises venant de ma position, qui est encore une fois une position d'expert indépendant et pas membre de la task force
qui s'occupe de l'UNOC, mais j'ai entendu dire qu'on aurait sans doute une initiative sur ce sujet-là. Mais de toute façon, c'est sans doute aussi ce qui ressortira de l'OSCE. Probablement, sur le congrès scientifique aura certainement un certain nombre de messages à faire passer sur ce volet lien entre espace et océan. Absolument, Et leurs conclusions seront sur la table. absolument. Ouais. Très bien. Alors, vous avez également, et je sais que ce n'est pas votre spécialité, mais vous avez participé à de nombreuses réunions concernant les villes du littoral. Il y aura une journée complète qui sera consacrée justement à l'adaptation des villes littorales le 7 juin, puisque on aura la réunion de ce qu'on appelle CITES, qui est donc une réunion. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Alors, pour avoir plus d'informations, il faudrait se rapprocher de la plateforme Océan et Climat parce que c'est eux qui sont en train de coordonner cet événement. Mais ce dont j'ai pu entendre dire, c'est qu'on aurait une journée effectivement dédiée à l'adaptation par les villes côtières, avec l'objectif de rassembler, de créer une coalition de villes désireuses de s'engager sur les aspects adaptation et désireuse aussi de partager les expériences et de se réunir régulièrement. Et donc, on devrait avoir à l'issue de cette journée la création d'une coalition dédiée qui permettra de faire avancer le sujet, qui est un sujet qui est extrêmement, enfin, qui est majeur et avec une échelle d'action, c'est-à-dire les villes côtières, qui est tout à fait pertinente puisque c'est quand même à cette échelle que à la fois se font sentir les impacts et à cette échelle où peuvent être prises les décisions pour les minimiser. Et là, on s'aperçoit que les choses s'accélèrent. Ah bah absolument, sur la question de l'adaptation au changement climatique et des villes côtières, les enjeux sont de plus en plus importants et c'est pourquoi cette coalition serait absolument bienvenue pour accélérer le mouvement. Alors, vous nous avez parlé, enfin, vous nous avez bien expliqué la différence entre une convention et ce qui allait se passer donc à l'UNOC. Par contre, on se trouve quand même dans une situation politique mondiale difficile actuellement, puisque on a quand même un peu des brèches dans le multilatéralisme. Bon, en quoi ce type de réunion quand même peut encore se tenir, peut encore avoir de la valeur quand on voit certains pays se détourner du droit et enfin, en fait, hein, est-ce que on peut douter de l'efficacité de ce type de réunion aujourd'hui? Je crois que, vu l'urgence de la situation, on n'a de toute façon pas le luxe de douter et que dans le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut utiliser tous les événements, toutes les mobilisations pour essayer de fédérer autour d'actions communes. Maintenant, évidemment, on sait que la situation géopolitique est complexe. La diplomatie française cherche à ce qu'il y ait le plus d'États, de chefs de gouvernement et chefs d'État possible, et on verra ce qui sera possible de faire et le nombre de chefs d'État ou de gouvernement présents. Néanmoins, j'ai le sentiment que l'UNOC peut faire office d'accélérateur d'initiatives, de lancement d'initiatives, lesquelles, même si elles ne sont pas endossées par l'ensemble de la communauté internationale pour le moment, peuvent ensuite, je dirais familièrement, faire des petits dans les enceintes de gouvernance existantes. Et donc, il n'y a pas de raison de baisser les bras. Il y a peut-être une raison peut-être une opportunité de créer des clubs entre pays qui souhaitent avancer sur certains dossiers pour pouvoir ensuite les porter collectivement et pourquoi pas dans le cadre onusien. De toute façon, en matière de gouvernance des océans, il y a déjà plein de pays qui sont extrêmement bloquants dans de très nombreuses enceintes, des pays qu'on connaît depuis de nombreuses années. Et Citons-les. Ouais. en matière de gouvernance des océans, la Russie est particulièrement bloquante aujourd'hui dans de nombreuses enceintes. La Chine l'est également côté océan austral, du côté de la Camelar.
Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention sur le droit de la mer et pas encore ratifié la Convention et ne le fera sans doute pas le traité de la haute mer, en tout cas avec sous la mandature de Trump. Mais ça ne veut pas dire qu'entre États de bonne volonté, on puisse pas continuer à impulser les actions et mobiliser l'attention et développer des choses. Moi, je pense que s'il y a une crise du multilatéralisme, d'abord, elle ne date pas de l'arrivée de Trump, elle était déjà perceptible avant. Peut-être qu'elle l'accélère d'une certaine manière, mais on a quand même le sentiment que des batailles il est toujours possible de gagner des batailles environnementales. Ce qu'on dit, ce dont ce qu'on perçoit à l'IDRI, c'est que peut-être ce qui va changer au cours des prochaines années, c'est que les États vont être davantage, la coopération sera davantage possible sur des thèmes environnementaux au sens strict. Vous savez que pendant des années, pendant des décennies, dans les années 70, on travaillait sur des sujets environnementaux, lutte contre la pollution, par exemple. Rio a changé tout ça avec cet aspect développement durable. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les enceintes type CBD et autres, c'est qu'il y a une réticence euh, à inclure, au-delà des thèmes environnementaux, des approches de type approche par les droits, mention de l'équité, mention du genre, etc., etc., place des communautés autochtones. Et donc, c'est peut-être en ça que le champ matériel de la coopération va peut-être se réduire un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore gagner des batailles environnementales. Oui, mais alors, on va remettre en cause d'une certaine manière l'interdisciplinarité en même temps. Là, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'États qui sont réticents à inclure dans les négociations environnementales des approches qui les dépassent un petit peu et qui relèvent davantage du développement durable. Ça, c'est un fait. Et on le voit aussi, par exemple, sur la négociation plastique. Tout ce qui est en relation avec... on est d'accord pour parler de la gestion des déchets, qui est un problème environnemental, mais on n'est pas d'accord pour parler de la production du plastique, Production. qui est un problème, qui est un enjeu économique. Donc, effectivement, le prisme de la coopération internationale pourrait, durant quelques temps au moins, se réduire un petit peu. Mais c'est aux pays et aux Et c'est ONG. un sacré recul. Ça pourrait. Alors, c'est ce que beaucoup d'experts prévoient. Maintenant, il va falloir le voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Ça serait une forme de recul pour possiblement quelques temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut lâcher les batailles et ce qui ne veut pas dire qu'aussi, et c'est là aussi l'intérêt de l'UNOC, que des coalitions d'acteurs qui se retrouvent autour des valeurs un peu plus larges que l'environnement et autour des valeurs d'équité, de respect des populations autochtones, etc., puissent se réunir et avancer aussi non pas dans le cadre onusien quand c'est pas possible parce que c'est bloqué, mais de manière un peu volontaire et collective et en parallèle, en attendant que le cadre onusien permette de le restituer à un moment ou à un autre, quoi. Bien, alors, Julien Rochette, avant de passer aux questions-réponses, puisque je suppose qu'il y en aura quelques-unes, est-ce qu'il y a encore un thème qui vous est cher, hein, que vous avez vu, que vous avez rencontré au cours de la préparation de cette réunion et dont vous aimeriez parler et dont nous n'avons pas beaucoup parlé? Bah, peut-être mentionner, on est passé rapidement dessus, le sommet qui va le forum sur l'économie et la finance bleue qui va se dérouler à Monaco. Je pense que c'est quand même aussi important que les secteurs économiques soient impliqués dans tous ces débats sur la protection, et l'utilisation durable de la biodiversité marine. Il y a sans doute un certain nombre d'initiatives, d'annonces qui seront faites. Moi, je travaille dans ce contexte-là à essayer d'inclure la question du tourisme dans la gouvernance de l'océan. Pour moi, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, dans le sens où c'est un secteur économique qui est particulièrement impactant pour le milieu marin et pour le milieu littoral, qui est aussi particulièrement impactant pour les populations. Je pense et je sais que ce thème sera abordé lors du forum de Monaco et qu'on peut peut-être en attendre
une initiative qui permettrait justement de remettre un peu le tourisme dans la discussion sur l'avenir des océans et des côtes. Très bien. Mais écoutez, là j'ai pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai une question donc qui a déjà été posée par Laurent Miguet. Je vais vous laisser la poser directement, Laurent. Hop, N'hésitez voilà. pas à ouvrir Voilà, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Parfait. Eh bien, donc vous n'ignorez pas le mouvement international pour redonner des personnalités juridiques à des entités naturelles. Il y a une dizaine de jours, l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée a posé les jalons de l'ouverture d'un débat qui amènera toutes les assemblées parlementaires nationales des 35 pays concernés à se prononcer sur la personnalité juridique de la Méditerranée. Donc la question, c'est est-ce que vous voyez dans ce mouvement une piste intéressante pour renforcer la protection de la biodiversité et la lutte contre la pollution, un peu au même titre d'ailleurs que ce qu'on a vu sur le principe de protection. Oui, merci pour votre question. J'étais d'ailleurs en début de semaine à Paris avec une représentante d'une communauté autochtone de Nouvelle-Zélande qui sera à l'UNOC et qui promeut aussi cette approche via la reconnaissance d'une personnalité juridique à l'océan ou à des espèces particulières. Dans le Pacifique, je suis pas expert du sujet. Dans le Pacifique, ils sont assez avancés sur un certain nombre d'initiatives en ce sens. Ce dont je peux comprendre, ce que je comprends, avec toutes les réserves hein, sur le fait que je ne sois pas l'expert international sur le sujet, ce que je comprends, c'est que ce sont des initiatives intéressantes, mais qui ne règlent pas l'ensemble du problème. Donc ça peut être une pierre à un édifice un peu plus large, mais la reconnaissance d'une personnalité juridique à un telle ou telle composante de l'écosystème ne résout pas tous les problèmes. Elle permet d'avoir un certain nombre de facilités, souvent, et c'est le cas dans le Pacifique, dans certains pays du Pacifique, des actions en justice par la société civile représentant d'une certaine manière telle ou telle partie des écosystèmes qui ont cette capacité, cette personnalité juridique reconnue. Mais encore une fois, c'est une pierre à l'édifice, mais c'est pas la solution miracle. Très bien. Alors, une autre question de Et Frédéric. je rajoute un point Allez-y. là-dessus. C'est pour avoir discuté. Il y a aussi il y a des éléments matériels très concrets dans la reconnaissance d'une personnalité juridique à tel ou tel élément de l'écosystème. Mais il y a aussi, parfois, et c'est le cas dans le Pacifique, un élément de reconnaissance culturelle et de valeur extrêmement forte, notamment pour les populations locales et les communautés autochtones, et qui est extrêmement important aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de l'efficacité juridique d'une telle mesure, ça permet aussi une reconnaissance de valeur et de culture pour certaines populations, et notamment les populations autochtones, ce qui est loin d'être négligeable. Oui, et pour tout ce qui est, toutes les religions animistes également. Alors, Frédéric Boursicot a levé la main pour une question. Je vous invite donc à vous présenter ou à présenter votre média avant votre question. Merci. À vous, Frédéric. Alors, je n'ai pas levé la main, pardon. Ah, pardon, alors c'est Anne-Henri alors, hein. Parce que j'ai sur. Excusez-moi. Alors, Anne-Henri, je Oui, pense. oui. Bonjour Oui, Anne-Henri pour bonjour. la radio RCF. Concernant la journée du 7 juin qui sera dédiée aux Dans le villes. Nord, RCS, c'est une radio Qui est lilloise. nationale, c'est une radio qui est nationale, ouais. Concernant la journée qui sera dédiée aux villes du littoral du 7 juin, d'abord, où est-ce qu'on peut glaner des informations sur les villes françaises qui vont se mobiliser, mais surtout, quel sera l'enjeu de ces coalitions à venir, étant donné qu'en France, on a déjà un système de loi qui n'est pas du tout performant pour aider les villes à se protéger. Est-ce que là, les villes vont se mobiliser pour aller chercher de l'argent? Euh, sur quoi vont-elles travailler en fait? Alors,
une précision et un renvoi. La précision, c'est que l'idée, c'est pas qu'il y ait uniquement des villes françaises et que l'objectif de la coalition, si j'ai bien compris, est de rassembler des villes du monde, des villes côtières du monde entier. Et deuxièmement, pour les détails, moi, je veux pas vous dire de bêtises. Donc, il faut que vous vous rapprochiez de la plateforme Océan et Climat, qui est pilote de cette initiative. Voilà. Et en ce qui concerne vraiment purement la France, hein, l'ANEL est tout à fait capable de répondre à ce type de questions également. Merci. Alors, il y a plusieurs questions aussi de Julie Rançon-Miguel. Nickel. Donc, je vous laisse la parole. Donc, présentation et voilà. Oui, Allez. bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, super. Oui, j'avais deux questions. Peut-être revenir sur l'aspect multilatéralisme. Donc, qu'attendre des États-Unis exactement à l'UNOC? Qu'est-ce qu'on sait de leurs objectifs sur les principaux sujets qui seront discutés? Et de quelle manière, concrètement, la politique et voilà, la diplomatie de l'administration Trump peut nuire au multilatéralisme sur l'océan? Alors, c'est une excellente question pour laquelle moi je ne peux pas vous donner une réponse précise dès lors que on n'a pas encore eu de grande réunion internationale sur l'océan. Mais on en aura une d'ici 15 jours à New York sur la préparation à la mise en œuvre du traité haute mer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sous le premier mandat de Trump, euh, l'administration, les négociateurs, par exemple, sur dans la négociation haute mer, n'étaient n'étaient pas si bloquants. Ils étaient présents, ils étaient plutôt dans une logique de réticence, mais ils n'étaient pas dans une logique d'obstruction. La question qui va se poser, on va le voir dans 15 jours à New York, c'est si le braquet a changé et si on passe de la réticence un peu vague et la bougonnerie, je dirais, à une opposition beaucoup plus ferme et à un blocage des choses. Ça, pour le moment, je peux absolument pas vous dire ce qui va en être. Je sais pas. La dernière réunion, on est allé à une réunion, on a participé à une réunion récemment d'une organisation régionale de pêche dans le Pacifique, où les États-Unis étaient représentés, mais les nouveaux négociateurs nommés par Trump n'étaient pas encore arrivés, c'était encore l'ancienne administration. Donc on verra assez vite. Nous, côté IDRI, on fera un point sur la haute mer et sur cette négociation, cette discussion sur la haute mer fin avril à travers un blog ou en tout cas on peut s'appeler aussi si vous souhaitez en parler. Mais ça sera un test assez intéressant dans 15 jours pour voir justement l'humeur et la manière dont va être dont vont se positionner les États-Unis. Sachant que les États-Unis sur les océans, ils ont une position de toute façon particulière depuis le départ puisqu'on n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer même sous l'ère Biden ou Obama, parce que le Sénat y est largement opposé. Néanmoins, ils ont été sous Biden, par exemple, je dirais, constructifs dans leur position. Maintenant, il va falloir voir si l'administration de Trump est juste réticente ou devient bloquante. Ça, c'est un peu la grande question dont on aura une première réponse d'ici 15 jours après la réunion de New York. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon, j'en profite. Oui, Merci allez-y. beaucoup. Je voulais revenir sur l'aspect qualitatif des AMP françaises. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous dites que vous n'êtes pas spécialiste de la question, mais j'imagine que vous avez peut-être deux mots à dire sur le sujet. Je voulais savoir quelle image la France avait sur ce sujet très précis à l'international et si le faible pourcentage des AMP françaises à protection stricte peut devenir un boulet pour la France au niveau diplomatique. C'est une très bonne question. Sur l'aspect qualitatif, je vous renvoie aux travaux de Joachim Claudet qui montrent très bien que effectivement, si on a un nombre, si on a un objectif quantitatif, un pourcentage de protection, un pourcentage d'air marine protégé important, les plans de gestion et la qualité
de ces aires marines protégées ne va pas avec. Est-ce que c'est un boulet? En tout cas, moi, ce que je pense, encore une fois, de mon point de vue personnel, c'est qu'il est sans doute probable et souhaitable, et à mon avis, dans la tête de certains représentants du gouvernement français, qu'il va falloir pour cette UNOC montrer quelque chose, donner quelque chose. Vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe côté société civile. La société civile est très pressante et a raison parce que souhaite prendre au mot les mots du président, le président de la République et son ambition affichée de protection de l'environnement et essaye de pousser un certain nombre de dossiers à l'agenda. Vous entendez sans doute aujourd'hui beaucoup parler de chalutage dans les aires marines protégées. Et donc, la société civile prend appui sur l'UNOC pour essayer de pousser à un certain nombre de décisions. Et je pense que, alors je suis pas dans les petits papiers, mais nécessairement le gouvernement français va devoir montrer quelque chose à UNOC, ne serait-ce que pour la société civile française, mais aussi pour montrer au monde que, au-delà de l'aspect réunion internationale, communication, jolie image, on met quelque chose sur la table pour avancer dans le système de protection, y compris sur celui des aires marines protégées. Celui des aires pourquoi on parle tant des aires marines protégées? Parce qu'en fait, c'est quand c'est bien mis en œuvre et quand c'est bien géré, c'est un outil majeur de protection de la biodiversité. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les ONG se focusent beaucoup là-dessus, parce que si on le fait bien, ça marche bien. Donc c'est potentiellement un outil majeur. Mais à mon avis, la France va devoir nécessairement donner quelque chose. Ça, Alors, je voudrais poursuivre sur cette question en ce qui concerne justement l'outre-mer. C'est-à-dire que la France a tellement de statuts concernant les aires marines protégées qu'il y en a, quand elles sont par exemple des parcs nationaux, elles sont très bien protégées. Mais par contre, on en a qui sont notamment des ONG, enfin finalement des aires marines de papier. Si on prend par exemple la mer de Corail, on s'aperçoit que c'est une aire marine très étendue, mais très mal protégés. Donc, comment va se faire aussi, enfin, il faudrait déjà aussi que se fasse réellement une séparation entre les fausses et les vraies. ben, le problème, c'est qu'on n'a pas de définition internationale juridiquement reconnue des marines protégées. On a des catégories qui sont listées par l'UICN et des catégories avec différents Donc, niveaux de la France en protection. a 11. Et oui, en tout cas, à 11 outils. Mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi avoir un réseau d'aires marines protégées qui comprend des aires marines dans lesquelles certaines activités traditionnelles, notamment pour répondre aux besoins des outre-mer, ou pour répondre à des besoins récréatifs, ou pour répondre à des valeurs sociales ou sociétales dans certains territoires, sont autorisées, c'est pas un problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une sous-représentation de la protection stricte. C'est évident. Et donc, il ne suffit pas, encore une fois, d'augmenter son pourcentage pour que la protection soit renforcée automatiquement. Et c'est là-dessus, sans doute, que la société civile et les scientifiques attendent beaucoup de choses pour que on dépasse un peu la question uniquement quantitative et qu'on passe finalement à un moment au qualitatif, parce que, comme vous le disiez, il y a plein d'aires marines protégées sur lesquelles les activités extractives peuvent continuer à loisir. Et ça, ça questionne même la définition de l'aire marine protégée, de la notion d'aire marine protégée, évidemment. Voilà. Donc, il faudrait quand même redéfinir peut-être un peu les choses. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vais encore en oser une. Oui, donc Laurent Millet, à nouveau du moniteur des travaux publics et du bâtiment. On a parlé d'industrie extractive, pas encore de éolien offshore. Il y a quand même un certain progrès, je pense, dans les études d'impact. En tout cas, dans le droit français, on a maintenant acté le principe d'études d'impact par grande façade maritime. Est-ce qu'il peut y avoir une voie de compromis acceptable par tous sur
un développement de l'éolien offshore compatible avec la protection de la biodiversité? Ça, c'est une question, c'est un point qui sera pas, qui va pas forcément être beaucoup discuté à UNOC parce qu'en fait, c'est un point qui relève des législations nationales. Pour ce qui est du contexte français, moi, je peux pas vous en dire beaucoup de choses parce que c'est pas le sujet sur lequel je travaille. En tout cas, ce sont des dossiers importants, mais qui sont traités plutôt à échelle nationale et pas dans le cadre d'une coopération, euh, pas dans le cadre d'une coopération globale. Désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus parce que c'est un peu hors de mon champ de compétences. Très bien. Alors, Hortense Chauvin, vous avez demandé aussi la parole. Oui, merci beaucoup pour ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Très oui, bien. très bien, allez-y. Oui, j'avais une question au sujet des nouvelles technologies que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que vous savez si au-delà de la question de la collecte d'images satellites en mer, il y avait aussi un débat à l'échelle internationale sur l'installation de caméras à bord, comme c'est le cas en France? Et est-ce qu'il y avait une réflexion menée à l'échelle internationale sur les questions que ça pose en termes de respect de la vie privée, peut-être, Ouais, ouais. ouais, et aussi si vous avez des informations sur comment la communauté des pêcheurs réagit par rapport à ces débats. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, effectivement, les caméras, en fait, il y a une communauté à la fois d'experts en technologie, d'experts en politique, d'experts en droit, qui s'occupent de réfléchir à tout ce qui est moyen de surveillance. J'ai mentionné tout à l'heure les outils de type satellitaire. Les caméras dont vous parlez font partie du panel possible d'outils d'instruments pour la surveillance renforcée des activités humaines en mer. Néanmoins, comme vous le dites, les caméras embarquées posent de plus en plus de problèmes, je dirais, en matière de respect de la vie privée, en matière d'acceptation par les pêcheurs. Et elles posent aussi un certain nombre de problèmes aussi technologiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas la panacée et c'est pas forcément une recette miracle. Donc, ce que je constate, c'est que il y a eu pendant un moment, il y a quelques années encore, une augmentation des débats sur la mise en œuvre, la mise en place systématique de caméras embarquées, et qu'aujourd'hui on n'est plus du tout, on est beaucoup moins dans ce débat-là. Je dis pas que c'est exclu dans certaines pêcheries, dans certaines circonstances, mais on parle plutôt aujourd'hui d'utiliser les technologies satellitaires, d'utiliser aussi tout ce qui est logbook électronique, etc., d'utiliser les observateurs de pêche qui existent aussi dans beaucoup de régions du monde. Donc la CCTV, c'est quelque chose qui provoque, à mon avis, beaucoup trop de défiance pour que ça soit généralisé. Mais dans certains cas, ça peut être certainement euh, utile et intéressant. Et donc, ce qu'on constate sur toutes ces questions de surveillance, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle, mais qu'il faut justement, en fonction de chaque situation, prendre l'outil le plus adapté. Mais en tout cas, à ce jour, la caméra embarquée n'est pas l'instrument privilégié dans de nombreuses pêcheries. Merci. Très Je vous en bien. prie. Concernant cette dimension justement de la pêche, hein, dont on a assez peu parlé, on a aujourd'hui une énorme mobilisation de la société civile contre le chalutage. Il y a eu une réponse française qui a été une réponse au cas par cas. Est-ce que, en l'absence de réglementation, justement, sur l'ensemble de l'océan, est-ce qu'on peut imaginer une réglementation de la pêche sur le chalutage, sur les engins? Alors, il y a de toute façon déjà des réglementations en cours sur le chalutage en France et dans plein de pays du monde. Ce qu'il faut comprendre dans tout le débat qu'on a aujourd'hui sur le chalutage de fond, c'est que la réponse, elle sera européenne. L'Union européenne, l'Union européenne a une compétence majeure et exclusive en matière de gestion des pêches.
Donc, les déclarations unilatérales des États, c'est toujours intéressant, mais il y a un moment, si on veut vraiment lever de ce débat sur sur la question du chalutage, euh, il faudra en passer par le cadre européen avant possiblement de s'intéresser au cadre international. Il y a aujourd'hui plusieurs positions hein, qui sont mises en avant par la société civile, par les scientifiques, depuis l'interdiction totale du chalutage jusqu'à des tailles de navires, de réglementation de taille de navires dans certaines aires protégées, etc. Et même au-delà, parce que, par exemple, il y a un grand débat entre l'engin et le stock de poisson Bien lui-même. sûr, bien sûr. Ce qu'il faut, je trouve ce qui est intéressant de noter, c'est que pour le moment, ce qu'on entend de la société civile et de la plupart des ONG, c'est beaucoup d'arguments environnementaux et qui sont tout à fait légitimes, hein, l'impact du chalutage de fond sur le milieu marin et sur la séquestration du carbone. Enfin, il y a des impacts majeurs. Ce qui est intéressant de noter, et moi j'ai eu des discussions avec des chercheurs en sciences sociales et aussi avec certains pêcheurs sur cette question-là, c'est que c'est pas si, il n'y a pas une dichotomie si forte entre ce qu'on appelle les petits métiers et, et le chalutage de fond. Et il y a en fait une interdépendance entre ces métiers-là. Et vous pouvez, par exemple, avoir des criées qui sont très importantes pour l'ensemble des pêcheurs, qui sont uniquement en place parce qu'il existe du chalut, des pratiques de chalutage, parce que le chalut ramène du stock et fait vivre la criée. Et c'est pourquoi le débat, il est beaucoup plus, enfin, je trouve beaucoup plus complexe que ce qu'on nous présente aujourd'hui sur pour ou contre le chalutage de fond pour des questions environnementales, parce que derrière, ça pose un certain nombre aussi de problèmes d'organisation de la filière, et y compris pour les petits métiers. Très bien. D'autres questions? Là, je ne vois pas de main levée particulièrement. Donc, bon, ben, alors je sais pas. Donc, on a là réglé un petit peu. Bon, les académies de. Enfin, on a d'ailleurs des oppositions pour revenir sur le problème de la pêche, hein, entre même les ONG elles-mêmes. Et aujourd'hui, on voit que la question des quotas, notamment, et la question. Enfin, Ifremer est très partie prenante et même responsable de la volonté d'organiser le congrès scientifique. Est-ce qu'on risque de voir là des choses importantes sortir de ce congrès, qui quand même va durer 3 jours, hein, alors que l'UNOC dure 4, 5 jours, hein, et avec de nombreux scientifiques. Et comme on a encore ce lien entre science et politique pour l'instant, est-ce qu'on risque de voir beaucoup de choses sortir de cette grande réunion scientifique? Oh bah, je pense et j'espère. En tout cas, il est prévu qu'il y ait des conclusions qui soient remises à l'issue de ce congrès scientifique et qui soit donné ensuite aux décideurs pour l'UNOC. Et évidemment, la question de la pêche, elle en fera forcément partie parce que la pêche, c'est l'activité majeure qui se passe sur les océans, l'activité extractive majeure, qu'elle a des impacts nécessairement sur l'environnement marin, mais que par ailleurs, on se rend compte qu'il y a des success stories, des choses qui marchent. Par exemple, tout ce qu'on a fait sur le thon rouge en Méditerranée, dont les stocks étaient extrêmement appauvris dans les années 2010, montre que on a des outils pour bien gérer les pêcheries. Donc, je ne doute pas que le congrès scientifique aboutira à un certain nombre de recommandations sur ce sujet-là. Bah, dans la mesure où les scientifiques eux-mêmes abandonnent leurs bonnes pratiques, oui. Par exemple, Ifremer, à la suite de ce qui s'est passé de l'épuisement du stock à Saint-Pierre-et-Miquelon de la morue, avait bien mis en garde sur les stocks en mer du Nord
et dans le nord de l'Europe, et aujourd'hui relance la pêche, hein, sous la pression du lobby. Or, on sait que les stocks sont en très grande fragilité. Alors, moi, j'ai pas connaissance de cet exemple-là en particulier. Ce que je peux vous dire, Parce c'est qu'on que prend toujours le thon rouge parce que le thon rouge, ça a marché. Mais non, il y mais a un... en fait, le problème, si on replace le problème des quotas et le problème de la surpêche, le problème vient pas des scientifiques qui, dans chaque organisation régionale de pêche, donnent en amont des réunions des ministres et des décideurs des recommandations en matière de limite de capture et donc de quotas. Et le problème majeur, c'est que dans certains cas, les recommandations scientifiques ne sont pas suivies et qu'il y a une déconnexion entre l'analyse scientifique et la recommandation scientifique et la décision politique. Et c'est largement ça qui est un facteur d'appauvrissement des stocks aujourd'hui. D'accord. Donc, qu'on doit revoir à l'UNOC. Bah, qui sera forcément discuté d'une manière ou d'une autre. Après, encore une fois, il faut pas en attendre de UNOC. Je vous ai dit, il faut pas attendre qu'on ait un traité international sur la pêche à l'issue de de cet événement-là. Donc, forcément, la pêche fera partie des discussions euh, et on verra ce qu'il en sort. Mais en tout cas, il n'en sortira pas une initiative globale et internationale sous forme d'accord juridique. Alors, revenons peut-être, puisque je ne vois pas d'autres questions, enfin, si vous en avez, vous manifestez-vous. Une question peut-être sur les transports, hein, et les nouveaux carburants. On a vu avec l'accident récent sur les côtes anglaises, hein, que ça aurait pu être catastrophique si on avait eu dans les containers, hein, du cyanure de potassium et si on avait eu un plus grand épandage du kérosène. Donc on a aujourd'hui de plus en plus de nouveaux carburants, de moins en moins de connaissances de ce que contiennent les containers. Est-ce que c'est un problème qu'on risque d'aborder? Parce que justement, toutes les dimensions un peu économiques sont un peu laissées sur le côté. Alors sur la navigation maritime, déjà, ce qu'il faut relever, c'est qu'on a eu de formidables progrès au cours des dernières décennies. Si vous regardez les déclarations de sommet sur l'océan dans les années 60 ou 70, ce qui est toujours mentionné, c'est le problème de la pollution par hydrocarbures des navires. Et grâce aux réglementations qui ont été mises en œuvre au sein de l'Organisation maritime internationale et grâce aussi au secteur privé, et en particulier aux assurances qui ont contraint les armateurs à s'adapter, on a aujourd'hui de moins en moins de pollution par hydrocarbures, on a de moins en moins d'échouages de pollution volontaire, etc., etc. Donc ça, c'est quand même plutôt une réussite du cadre multilatéral depuis ces dernières années. Aujourd'hui, l'enjeu majeur qui reste au sein du transport du secteur maritime, un des enjeux premiers, c'est la décarbonation. Et c'est un débat qui a lieu aujourd'hui au sein de l'Organisation maritime internationale avec plus ou moins d'avancées, en tout cas des progrès comme des progrès un peu plus lents. Mais en tout cas, ça sera un thème aussi qui sera largement discuté à l'UNOC parce que le secteur maritime a besoin de cette transition nécessaire et donc j'ai déjà vu dans plein d'événements différents que cette question-là sera bien à l'agenda. Mais sur les nouveaux carburants, Bah, sur les nouveaux carburants, là, moi j'ai moins de compétences sur ce sujet-là, donc je vais pas me risquer à développer, mais en tout cas, effectivement, c'est un enjeu croisé de cette question, enfin, un enjeu concomitant en fait à la décarbonation un peu plus générale. c'est un enjeu immédiat et urgent dans la mesure où, effectivement, par exemple, on voit sur le rail de la mer du Nord des bateaux venus d'Asie avec des carburants qui sont autorisés là-bas et qui sont encore pas autorisés chez nous, qui commencent à passer. Et c'est Donc, pour ça que il y a un la seule peu de retard là-dessus.
C'est pour ça que la seule solution, elle passe par l'Organisation maritime internationale, qui est la seule capable à pouvoir mettre des règles applicables à tout le monde, quoi. Très bien. Toujours pas d'autres questions? Bien. Ben, écoutez, Julien, il nous reste un quart d'heure. Si vous avez encore éventuellement un point sur lequel on n'aurait pas insisté et qui vous semble important, je vous laisse la parole. Et puis sinon, ben, je présenterai les prochains événements Bah, qui. écoutez, non, je pense qu'on a largement fait le tour. Encore une fois, moi, mon point de vue, c'est celui d'une personne extérieure à l'organisation. Néanmoins, bon, je reconnais un certain nombre de journalistes avec qui j'ai déjà discuté. Vous savez que je suis à votre disposition. Là, on part à New York pour les discussions sur le traité haute mer. On suit aussi beaucoup les négociations plastiques et toutes les négociations internationales océan de près. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du plastique. Va-t-on y revenir très largement? Euh, la prochaine, donc Alors, je ne parle pas de la réunion spécifique, hein, plastique. Je parle là à l'UNOC. Est-ce qu'il va y avoir? il y aura plein d'événements qui vont être faits par la société civile et peut-être aussi des États sur le plastique. Il y aura aussi certainement des concertations dans les couloirs entre les États pour préparer la réunion de Genève. Et donc là, l'UNOC peut servir comme un point d'appui avant la réunion qui aura lieu en août à Genève. Donc c'est aussi en cela que l'UNOC est important. Elle sert aussi à mettre un peu de fluidité dans les processus internationaux qui existent. Et ça sera particulièrement le cas pour le plastique, effectivement. D'autres questions encore? Non? Toujours pas. Bon, mais écoutez, notre prochain rendez-vous à JE sera la réunion que nous organisons, donc un atelier de travail que nous organisons le 29 avril. J'espère que vous y serez d'ailleurs également. Donc le 29 avril, pendant 2 heures, un certain nombre d'experts sur différents sujets seront présents. Et nous consacrons donc 2 heures à un échange de questions-réponses entre justement les experts, les scientifiques et les administrations et les journalistes qui seront à Nice ou qui ne pourront pas descendre justement à la réunion à Nice. Je rappelle que la JE a effectivement pris un appartement pour rassembler un certain nombre de journalistes et leur offrir donc, grâce à l'association, une possible présence pour l'UNOC. Donc, l'appartement a été réservé pour la dernière journée de l'OOCS pour les journées du 7 juin enfin, du 7 juin de Monaco, des Cities, et bien sûr pendant toute la durée de l'UNOC, et donc dans l'attente des déclarations qui pourront être faites. Et surtout aussi de savoir quel type de finances vont pouvoir être mobilisées à Monaco. C'est une journée importante. Merci aussi à Julien d'en avoir reparlé. C'est souvent quelque chose qu'on oublie, or c'est quand même certainement la chose la plus importante. Donc voilà, notre prochain rendez-vous pour tous, c'est le 29. Et donc Yannick va très rapidement vous en faire part. Voilà, je pense que tous les gens qui ont demandé à prendre la parole pour des questions, je n'ai oublié personne. Manifestez-vous si jamais j'ai oublié quelqu'un, parce que je ne pratique pas tellement. Voilà. Non. Eh bien, écoutez, donc, merci à Julien Rochette pour ce webinaire. Merci à Merci vous. de nous avoir tous. Ah, attendez, j'ai une dernière question de Laurent Radisson. Ah ben non, qui dit merci, tout simplement. Voilà, qui nous dit merci à nous tous. Eh bien, au revoir. Et donc, notre prochain rendez-vous le 29 et notre prochain rendez-vous à Nice. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et merci.